Sueur froide par J. Ramsey Campbell. Sam Strutt se lécha les doigts, puis les essuya à son mouchoir. Ils étaient recouverts d'une neige grise, à force d'avoir tenu la barre de la plateforme du bus. Il tira alors soigneusement son livre du sac de plastique déposé sur le siège voisin, en retira un ticket de bus coincé entre les pages et le tint contre la couverture pour le protéger du contact de ses doigts mouillés. Il se mit à lire. Comme il arrivait souvent, le receveur crut que ce ticket payait le trajet de Strutt, lequel se garda bien de le détromper. Dehors, la neige tourbillonnait dans les rues latérales et se glissait sous les roues prudentes des voitures. Lorsqu'il descendit à Bridgester Central, la neige fondue l'éclaboussa et pénétra dans ses bottes. Serrant son sac sous son manteau pour mieux le protéger, il se fraya un chemin vers le kiosque à journaux, posant le pied sur les flocons de neige fraîche. Les panneaux vitrés du kiosque n'étaient pas tout à fait fermés. La neige s'y était infiltrée et voilait les couvertures lustrées des romans bon marché. « Regardez-moi ça !» se plaignit Strutt à un jeune homme qui, planté à côté de lui, guettait avec inquiétude la foule, le cou enfoui dans son col à la manière des tortues. « N'est-ce pas révoltant ? Ces gens s'en fichent complètement !» Sans cesser d'examiner les visages humides, le jeune homme acquiesça distraitement. Outré, Strutt gagna l'autre côté du kiosque, où le vendeur tendait des journaux à un client. « Dites !» appela Strutt. Le vendeur, tout en rendant la monnaie, lui fit signe de patienter. Par-dessus les livres, au travers de la vitre embuée, Strutt vit le jeune homme se précipiter et étreindre une jeune fille, puis, de son mouchoir, lui sécher délicatement le visage. Strutt jeta un coup d'œil sur le journal qui venait d'acheter son voisin. Meurtre brutal dans une église en ruine. Utile. Au cours de la nuit précédente, un cadavre avait été trouvé dans les ruines d'une vieille église à Lower Bridgester. Une fois la neige dégagée de cette statue de marbre, on avait découvert d'horribles mutilations sur tout le corps, des mutilations ovales qui ressemblaient... L'homme s'en alla avec le journal et la monnaie. Le vendeur se tourna alors vers Strutt. « Veuillez m'excuser, je vous ai fait attendre. »« Oui. Avez-vous vu que ces livres ne sont pas protégés de la neige ? Il y a peut-être des gens qui voudraient les acheter. »« Est-ce votre cas ?» répondit le vendeur. Strutt serra les lèvres et repartit dans les bourrasques de neige. Derrière lui, il entendit se refermer les cloisons vitrées. Sur la grande route, la librairie Good Books assurait un abri appréciable. Strutt secoua la neige fondue de ses vêtements et examina attentivement les livres. Sur les rayons, les titres connus étaient présentés de face, tandis que les autres se montraient de dos. Les petites filles riaient en regardant des cartes de Noël. Un homme mal rasé, entraîné par une rafale de flocons, entra. Mal à l'aise, il jeta des regards inquiets autour de lui. Strutt claqua la langue. Il faudrait interdire l'accès des librairies aux vagabonds. Ils souillent les livres. Sans quitter l'homme des yeux, pour voir s'il n'allait pas arracher les couvertures ou déchirer des pages, Strutt circula parmi les rayons, mais ne trouva pas ce qu'il cherchait. Il aperçut alors, bavardant avec le caissier, le vendeur qui lui avait vanté Last Exit to Brooklyn, lorsqu'il l'avait acheté la semaine dernière, et qui avait prêté une oreille patiente à la liste de ses récentes lectures. Bien qu'il ne semblât pas en reconnaître les titres, Strutt s'approcha de lui. « Hello. De nouveaux livres passionnants cette semaine ?»« De nouveaux... » fit l'homme se tournant vers lui, perplexe. « Mais oui, des livres du genre de celui-ci. » Strutt prit son sac de plastique pour lui montrer la couverture grise Ultimate Press du Maître du Fouet, écrit par Hector. « Ah, non, je ne crois pas que nous en ayons. » Il se tapota la lèvre pensif. « À moins que... Jean Genet ?»« Qui ? Oh, vous voulez dire Janet ? Non, merci, il est plus endormant que somnifère. »« Eh bien, je suis désolé, monsieur. Je crains de ne pouvoir vous aider. »« Oh. » Strutt se sentit repoussé. L'homme ne semblait pas le reconnaître, à moins qu'il ne fasse semblant. Strutt avait déjà rencontré ce genre d'homme auparavant. Il parcourut à nouveau les rayons du regard, mais aucune couverture ne retint son attention. À la porte, il déboutonna furtivement sa veste pour protéger encore mieux son livre. Une main s'abattit sur son bras. Une main sale et ridée descendait vers la sienne et toucha son sac. Irrité, Strutt se dégagea violemment et se trouva face à face avec le clochard. « 1 minute !» siffla l'homme. « Cherchez-vous d'autres livres du même genre ? Je sais où vous pouvez en trouver. » Cette allusion à ses lectures blessa le caractère hypocrite de Strutt. Quant à ça,
Personne n'avait le droit d'y toucher. Il arracha le sac des doigts de l'inconnu. « Alors, vous les aimez aussi ?»« Oh oui, j'en ai des tas. » Strutt le mit à l'épreuve. « Par exemple ?»« Oh, Adam et Ève, prends-moi comme tu veux. Toutes les aventures d'Harrison, il y en a beaucoup. » Strutt reconnut de mauvaise grâce que la proposition de l'homme semblait sérieuse. Le vendeur les observait de la caisse. Strutt jeta un coup d'œil en arrière. « D'accord, dit-il. Montrez-moi cet endroit dont vous me parlez. » L'autre lui prit le bras et l'entraîna avec empressement dans les tourbillons de neige. Tenant leur col serré, des piétons patinaient entre les voitures en attendant que l'on dégage leur bus. Les essuie-glaces écrasaient les flocons dans les coins des pare-brises. L'homme mena Strutt au milieu d'un concert de klaxons, entre deux vitrines de magasins où des jeunes filles arboraient un air suffisant, tandis qu'elles s'habillaient des mannequins décapités. Ils descendirent ensuite une ruelle latérale. Strutt connaissait bien ce quartier. Il l'avait en vain ratissé à la recherche de bouquinistes de second rang. Il se composait surtout de petits étalages miteux spécialisés en revues pour hommes, des voitures recouvertes d'un manteau de neige et de pubs bruyants et chauds contrastant avec le mauvais temps. Parfois, une porte ouverte laissait échapper à une cuisine bouffée chaude et âcre. Le guide de Strutt se glissa dans l'entrée d'un bar pour secouer son manteau. La glace s'en détacha en craquant. Strutt le rejoignit et ajusta le livre dans son sac, dissimulé sous sa veste. Il frappa alors énergiquement des pieds pour faire tomber la croûte neigeuse de ses bottes, mais s'arrêta lorsque l'autre fit de même. Il voulait éviter à tout prix le moindre lien avec cet homme, même par un geste aussi terre-à-terre. Strutt jeta un regard de dégoût sur son compagnon, sur son nez rouge duquel s'échappait de la morve, sur cette barbe de 3 jours qui se dressait sur ses joues lorsqu'elle se gonflait et que l'homme soufflait dans ses mains tremblotantes. Strutt ne supportait aucun contact avec des personnes mal soignées. Sur le trottoir, les flocons recouvraient déjà leurs pas, et l'homme lui dit « Ça me donne une sacrée soif de marcher aussi vite. Alors c'est ça qui vous intéresse ?» Mais la librairie en restait l'enjeu. Strutt entra dans le bar et commanda 2 chopes à une énorme serveuse à la poitrine opulente, toute hérissée de dentelle. Les verres à la main, elle se balançait d'avant en arrière et actionnait les pompes avec délectation. Dans de vagues renfoncements, des vieillards mâchonnaient leurs pipes. Une radio diffusait des marches retentissantes. Une chope à la main, des hommes visaient dans une imprécision joviale la cible du jeu de fléchettes ou le crachoir. Strutt secoua son par-dessus et le pendit à côté de lui. L'autre garda le sien, les yeux plongés dans sa bière. Fermement décidé à ne pas parler, Strutt promena son regard sur les miroirs qui renvoyaient des reflets de groupes gesticulant autour de tables mal rangées, jonchées de verre et de cendres. Le mutisme de son compagnon le surprit peu à peu. Ces gens, pensait-il, étaient d'habitude d'une loquacité remarquable, en fait virtuellement impossible à faire taire. Cette situation était insupportable. Rester paresseusement assis dans ce bar étouffant alors qu'il pouvait faire quelque chose d'autre, ou lire. Il fallait réagir. Il engloutit sa bière et déposa violemment le verre sous son carton. L'autre sursauta, visiblement confus. Il se mit à boire à petites gorgées avec nervosité. Puis il traîna encore pour achever sa mousse. C'était clair, et finit par poser son verre et le fixer d'un air absent. « Je crois qu'il est temps d'y aller, » dit Strutt. L'homme leva les yeux. La crainte habitait son regard. « Seigneur, je suis trempé, » murmura-t-il. « Je vous emmènerai lorsque cette satanée neige se sera calmée. »« C'est ça votre jeu ?» s'énerva Strutt. Dans les miroirs des perdus le cherchaient. Ne vous imaginez pas que je vous paye ces verres pour des prunes. Je ne suis pas venu jusqu'ici. L'homme se balançait d'avant en arrière, pris au piège. Bon, et je ne les retrouverai peut-être pas par un temps pareil. Strutt jugea cette remarque trop inepte pour y répondre. Il se leva, boutonna son manteau et s'élança dans la neige, se retournant pour s'assurer que l'autre l'avait suivi. Les dernières vitrines derrière lesquelles s'élevaient des pyramides de boîtes de conserve marquées par des pancartes mal orthographiées furent bientôt remplacées par des rangées de fenêtres aux pauvres rideaux, encastrées dans une perspective monotone de briques rouges. Derrière les carreaux, des décorations de Noël pendaient en guirlandes. De l'autre côté de la rue, une femme d'âge moyen fermait les tentures d'une chambre à coucher et dissimula visiblement derrière son épaule un garçonnet d'une dizaine d'années. Cette fois-ci, c'est parti, pensa Strutt. Il sentit qu'il pouvait contrôler la silhouette devant lui sans pour autant lui parler.
Il n'avait d'ailleurs pas la moindre envie de s'adresser à cet homme qui marchait en tremblant, de froid à coup sûr, et se hâtait d'avancer tandis que l'ombre de Strutt, dépassant de quelques centimètres le mètre 70 du vagabond, le talonnait impitoyablement. Une fraction de seconde cependant, alors qu'une vague de neige descendait la rue dans leur direction et que les flocons ensevelissant le paysage coupaient ses joues comme des rasoirs, Strutt eut une folle envie de parler. Il voulut raconter ces nuits où il restait éveillé dans sa chambre, à écouter le propriétaire battre sa fille dans la mansarde d'en haut. Ces nuits où il tendait l'oreille pour surprendre des bruits étouffés par le craquement d'un sommier du couple d'en bas. Mais cet élan passa, emporté par la neige. L'extrémité de la rue s'était élargie. Un refuge pour piétons la divisait en deux nouvelles voies recouvertes d'un lourd manteau de neige. L'une donnait sur un rond-point, tandis que l'autre s'enfonçait en courbe raide parmi les maisons. Strutt se situait à présent. Au cours de la semaine, il avait remarqué, du bus, le panneau « Keep Left » abandonné sur le refuge et qui pendait lamentablement. Ils dépassèrent le rond-point et franchirent les rebords défoncés des ornières pleines de flaques glacées laissées par les bulldozers travaillant au plan de redéveloppement. Puis, poursuivant leur chemin dans les tourbillons de neige, ils traversèrent une parcelle de terrain vague où un feu solitaire semblait boire les flocons. Le guide de Strutt fila dans une ruelle et il le suivit, attentif à ne pas s'éloigner de cet homme qui claquait d'un coup la neige poudreuse des couvercles des poubelles et évitait les portes des arrière-cours derrière lesquelles des chiens aboyaient. L'homme prenait à gauche, puis à droite, dans le labyrinthe de ces murs rapprochés, parmi des maisons dont même la neige, plus clémente envers les bâtiments qu'envers leurs occupants, ne parvenait à adoucir les arêtes cruelles des vitres ébréchées et des portes disjointes. Un dernier tournant et l'homme glissa sur le trottoir à côté des vestiges d'un magasin dont l'étalage vide s'ouvrait sur un tas de bouteilles de vin abandonnées sous une affiche de Heinz 57 Variety. Une plaque de neige se détacha de la banne, ou plutôt de ce qui en restait, pour être aussitôt avalée par la boue. L'homme tremblait. Strutt l'interrogea du regard et le malheureux indiqua craintivement le trottoir opposé. « C'est là. C'est ici que je voulais vous conduire. » Les flaques de neige fondante éclaboussèrent les jambes du pantalon de Strutt lorsqu'il traversa la rue en courant, tout en s'assurant que malgré les efforts de l'homme pour le désorienter, il avait bien repéré quelle artère principale se trouvait à 500 mètres de là. Reprise et vente de livres américains, annonçait l'enseigne du magasin. Strutt saisit la grille qui protégeait une fenêtre opaque plus basse que le niveau de la rue et dont la rouille humide crissa sous ses ongles, et passa en revue les titres que lui offrait l'étalage. Histoire de la Verge, un livre qu'il avait trouvé monotone, se détachait à côté des romans de science-fiction d'Aldis, de Tubb et d'Harrison, qui se cachaient honteusement derrière de vulgaires couvertures. Le sadisme au cinéma, le voyeur de Rob Grillet, qui semblait égaré, le festin sûr, rien qui valût tout ce chemin, pensa Strutt. Bien, il est temps d'entrer. Poussant l'homme à l'intérieur, il jeta un regard vers la fenêtre du premier étage, où le dos du miroir d'une coiffeuse remplaçait une vitre, puis entra à son tour. L'homme s'était de nouveau arrêté, et l'espace d'une désagréable seconde, les doigts de Strutt frôlèrent le vieux par-dessus du clochard. « Alors, où sont ces livres ?» demanda-t-il, le bousculant pour atteindre le centre du magasin. La clarté blafarde du dehors paraissait plus pâle encore à cause des livres qui obstruaient la vitrine et des revues pornographiques placées sur les portes vitrées. Des grains de poussière flottaient nonchalamment dans les rayons de lumière. Strutt se pencha pour lire les titres des romans pour marché empilés sur une table dans des caisses de carton. Mais ces boîtes ne renfermaient que des histoires de western, des romans à l'eau de rose et des livres américains sexy, vendus à moitié prix. Avec une grimace à ses livres dont les coins s'ouvraient comme des fleurs épanouies, il évita les éditions reliées et se glissa furtivement derrière le comptoir, l'air préoccupé. En fermant la porte dépourvue de sonnette, il avait cru entendre un cri, pas très loin de lui, mais aussitôt étouffé. Ce doit être le genre de choses qu'on entend tout le temps dans ces quartiers douteux, pensa-t-il, et il se tourna vers l'autre. « Dites, je ne vois pas ce que je cherche. Il n'y a personne qui travaille dans cette baraque ?» Les prunelles écarquillées, l'homme regardait fixement au-delà des épaules de Strutt. Ce dernier se retourna aussitôt et ne vit que le verre dépoli d'une porte vitrée dont un coin avait été réparé avec du carton, faisant tache sur la faible lumière jaune que laissait filtrer la vitre. Le bureau du libraire, sans doute. Avait-il entendu la remarque de Strutt ?
Strutt affronta la porte, prêt à riposter à toute insolence. Puis l'homme le bouscula et chercha frénétiquement derrière le comptoir, farfouilla dans une bibliothèque vitrine bourrée de volumes recouverts de papier brun et retira finalement d'un coin du rayonnage un livre emballé de papier gris. Il le tendit à Strutt. « En voici un. En voici un. » Le sang battant nerveusement sous ses paupières crispées, l'homme observa Strutt tandis qu'il arrachait le papier. La vie secrète de Wakeford Squares. « Ah, voilà qui est mieux, » approuva Strutt, s'oubliant momentanément. Il voulut prendre son portefeuille, mais des doigts graisseux se refermèrent sur son poignet. « Payez la prochaine fois, monsieur. » Strutt hésita. Pouvait-il partir avec ce livre sans rien payer? À ce moment, une ombre passa d'un bout à l'autre du verre dépoli. L'ombre d'un homme sans tête tirant quelque chose de lourd. Probablement décapité par l'effet du verre dépoli et par son attitude voûtée, présuma Strutt. Puis il eut la certitude que le libraire, ce devait être lui, était en contact avec Ultimate Press. Il ne fallait surtout pas nuire à ce contact en volant un livre. Strutt se dégagea vivement des doigts frénétiques et sortit 2 livres sterling, mais l'autre revint à la charge, les mains tendues par une sorte d'épouvante. Il se tapit contre la porte du bureau d'où l'ombre avait disparu, avant de défaillir quasiment dans les bras de Strutt. Celui-ci repoussa le clochard et déposa des billets sur le rayon, à l'endroit laissé vide par Wakeford Squares, et se tourna alors vers l'homme. « Vous ne comptez pas l'emballer ? » ?»« Non, après tout, je vais le faire moi-même. » Le rouleau du comptoir livra avec un bruit une bande de papier brun. Strutt choisit un morceau pas trop décoloré. Il emballa le livre, les pieds empêtrés dans le restant de papier, quand un bruit fracassant l'interrompit. Profitant de son inattention, l'autre s'était furtivement dirigé vers la porte de rue, lorsqu'un de ses boutons de manchette était accroché au coin d'une caisse pleine de livres de poche. Il s'immobilisa devant les livres éparpillés, bouche bée et bras ballants, le pied posé sur un roman ouvert, tel une phalène déployée. Des particules de poussière flottaient autour de lui dans les raies de lumière, se mêlant à des flocons de neige qui s'infiltraient. Un verrou cliqueta. Strutt reprit sa respiration, ferma le paquet et, contournant l'homme avec dégoût, ouvrit la porte. Le froid attaqua ses jambes. Il se mit à gravir les marches et l'autre s'élança à sa suite. Le pied de l'homme se posait déjà sur le seuil de la porte lorsque de pas pesants se firent entendre. L'homme fit demi-tour et la porte claqua derrière Strutt. Ce dernier attendit, puis il se dit que, s'il se dépêchait, il pourrait semer son guide. Il atteignit la rue et une brise poudreuse lui picota les joues, emportant la poussière et l'odeur désagréable du magasin. Il détourna la tête et donna un coup de pied à la croûte de neige qui recouvrait les titres d'un journal trempé. Ensuite, il se mit en route pour l'artère principale, laquelle, il le savait, passait non loin de là. Lorsqu'il s'éveilla, Strutt tremblait. L'enseigne au néon installée devant la fenêtre de son appartement défiait la nuit toutes les 5 secondes, aussi implacablement qu'un mal de dents. Ses éclats et la fraîcheur de l'air indiquèrent à Strutt qu'il était encore fort tôt. Il referma les yeux, mais bien que ses paupières fussent lourdes et brûlantes, son esprit ne pouvait trouver le sommeil. Au-delà des limites de sa mémoire flottait le rêve qu'il avait éveillé. Il se retourna, mal à l'aise. Dieu sait pourquoi, un passage lu le soir précédent lui revint à l'esprit. Lorsque Adam atteignit la porte, la main d'Ève agrippa la sienne, lui tordant le bras derrière le dos. Elle le força à s'agenouiller. Il ouvrit les yeux, chercha le livre du regard pour se rassurer. Oui, le livre était là, bien à l'abri dans la liseuse, soigneusement aligné avec les autres. Il se souvint du soir où il était revenu chez lui pour trouver Miss Whip, la gouvernante vieux jeu, à l'intérieur de la couverture des anciens et les bleus. La propriétaire lui avait expliqué qu'elle devait les avoir déplacés en époussetant, mais Strutt savait qu'elle les avait dérangés par rancune. Il avait alors acheté un coffre qui fermait à clé, et lorsqu'elle lui avait demandé cette clé, il lui avait répondu « Merci, je crois que je pourrais leur rendre justice tout seul. » De nos jours, impossible de se faire de vrais amis. Il referma les yeux, la pièce et le coffre, éclairé pendant 5 secondes par le néon et détruit aussitôt avec la même régularité, remplissait le vide des semaines creuses qui le séparaient encore du nouveau trimestre. Il affronterait la première classe du matin en ajoutant « Vous me connaissez à présent » à son introduction habituelle. « Vous êtes chic avec moi et je le serai avec vous. »
Avertissement que plus d'un gardement vérifierait à coup sûr. Strud voyait déjà ce derrière blanc moulé dans un short de gym sur lequel il abattrait avec une intense satisfaction sa sandale de gymnastique. Il se détendit, bercé par l'écho irrésistible des jeunes pieds battant le parquet de la salle de gymnastique et par le tremblement saccadé des espaliers sous l'escalade des garçons, alors qu'il les surveillait d'en bas. Il s'endormit. Une fois éveillé, il esquissa quelques exercices matinaux, puis avala d'un trait le jus de fruits que lui avait monté la fille du propriétaire. Vicieusement, il heurta le verre contre le bord du plateau et le brisa. Il dirait que c'était un accident. Ce n'était pas pour rien qu'il payait un loyer aussi élevé, autant profiter un peu de cet argent. « Je parie que vous aurez un Noël sans sas », avait dit la fille en inspectant la pièce. Il avait alors essayé de la prendre par la taille pour retenir sa féminité effrontée, mais déjà elle s'en était allée dans un froufrou gracieux, le laissant l'estomac contracté de chaude anticipation. Plus tard, il se traîna jusqu'au supermarché. Le grattement crispant des pelles déblayant la neige s'élevait de plusieurs jardins de façade. Ce bruit fut bientôt recouvert par le crissement de la neige sous les bottes. Au moment où il émergea du grand magasin, serrant contre lui une brassée de boîtes de conserve, une boule de neige lui rasa le nez pour aller s'écraser sourdement contre la fenêtre. Une barbe diaphane couvrit le panneau vitré, pareil à ce fluide qui s'écoule du nez des garçons sur lesquels s'exerce le plus souvent la colère de Strut, car il était bien décidé à extraire de ces petits êtres cette laideur révoltante. Strut regarda autour de lui et vit un gamin de 7 ans enfourcher son vélo pour battre en retraite aussi vite que possible. Strut eut un geste comme s'il voulait basculer le garçon sur ses genoux pour le corriger, mais la rue n'était pas déserte. La mère de l'enfant, en pantoufles et bigoudis, lui administrait déjà une claque sur la main. « Je t'ai dit de ne pas faire ça. Excusez-le, dit-elle à Strut. « Pas de quoi, grogna-t-il. Il retourna à pas lents vers son appartement. Son cœur battait à tout rompre. Si seulement il pouvait parler à quelqu'un comme il l'avait fait avec le libraire du coin de Ghostwood, cet homme aimable qui partageait ses goûts. Lorsqu'il était mort au début de l'année, Strut s'était senti abandonné dans un monde hostile conspirant tacitement contre lui. Peut-être que le propriétaire du magasin découvert hier serait-il aussi sympathique. Strut espérait que l'homme qui l'y avait conduit la veille ne serait pas présent. Dans le cas contraire, il pourrait sûrement s'en débarrasser. Un libraire en relation avec Ultimate Press devait être du genre de Strut et ne souhaiterait donc certainement pas la présence de l'autre lorsqu'il parlerait en toute franchise. Il n'y avait pas que cette conversation. Strut avait aussi un grand besoin de livres pour passer Noël, et Squeers ne ferait pas long feu. Il y avait peu de chance pour que la boutique soit fermée une veillée de fête. Rassuré par ce raisonnement, il déposa les boîtes sur la table de la cuisine et dévala les escaliers. Aussitôt descendu du bus, Strut fut plongé dans un profond silence. Le vrombissement du moteur fut rapidement étouffé par les maisons enneigées. Les monceaux de neige engloutissaient tous les sons. Strut sautilla jusqu'au trottoir dans les ornières fangeuses laissées par les voitures, éclaboussant ainsi son vieux manteau élimé. La route tournait légèrement. Une fois la rue principale hors de vue, la rue latérale qu'il parcourait révéla son caractère réel. La neige rendait les façades des maisons plus misérables encore. Sa blancheur était tachée de rouille. Une ou deux fenêtres montraient des sapins de Noël déjà à moitié dénudés, dont les branches ployaient sous le clignotement blafard des guirlandes lumineuses. Mais dans ce matin blême, Strut ne leur prêtait pas la moindre attention. Il marchait les yeux rivés au sol, veillant à éviter les souillures entourées d'empreintes de pattes de chien. Une fois seulement, il croisa le regard d'une vieille femme qui, penchée à sa fenêtre, fixait un point sur le trottoir, peut-être la prolongation de son monde extérieur. Pris d'un frisson subit, il hâta le pas, suivi par une autre femme qui tirait des journaux dans une voiture d'enfant, et s'arrêta devant le magasin. La lueur orange du ciel aurait difficilement suffi à éclairer l'intérieur. Pourtant, aucune lumière électrique n'apparaissait derrière les magazines. Sur le billet chiffonné pendu à la porte, derrière la saleté du carreau, on pouvait lire « Fermé ». Strut descendit lentement les escaliers. La poussette poursuivit sa route en grinçant, éclaboussant au passage les journaux étalés. Strut fusilla la propriétaire du regard, pivota sur lui-même et se retrouva dans une obscurité quasi totale. Sur ces entrefaites, la porte de la petite librairie s'était ouverte et un homme se tenait dans l'entrebâillement. « Vous n'êtes pas fermé, n'est-ce pas ?» demanda Strut, la gorge nouée. « Peut-être bien que non. Puis-je vous aider ? Je suis venu hier,
J'ai acheté ce livre d'Ultimate Press, répondit Strutt à ce visage tout proche, trop proche du sien. Mais oui, bien sûr, je me souviens. L'autre se balançait sans cesse, comme un athlète qui se chauffe les muscles. Sa voix passait constamment de la basse à la voix de fausset. Strutt trouvait ça fort déplaisant. Eh bien, entrez, avant que vous n'attrapiez quelque chose. Il claqua la porte dans leur dos, faisant tinter en écho le battant de la sonnette. Derrière lui, la silhouette efflanquée du libraire, ce devait être lui, se confondait avec la pénombre. Dans cette cave sinistre perdue au milieu de vagues coins de tables agressifs, Strutt sentit naître en lui le besoin obscur de s'affirmer. « Vous avez trouvé l'argent pour le livre, j'espère. Votre homme ne semblait pas avoir fort envie que je paye. D'autres amateurs l'auraient sans doute pris au mot. Il n'est pas ici aujourd'hui. » Le boutiquier alluma une lumière dans son bureau. Son visage ridé et bouffi semble agrandir. Ses yeux s'enfonçaient dans des replis de chair plissés. À la lumière de profonds sillons accusaient les joues et le front. La tête flottait comme un ballon, à moitié dégonflé au-dessus du costume de tweed rembourré. L'éclairage cru de l'ampoule dévoilait l'exiguïté de la pièce. Les murs se pressaient autour d'un bureau délabré, enseveli sous des copies dactylographiées du libraire, repoussées sur le côté par une machine à écrire noire, encrassée, à côté de laquelle se trouvait un bout de cire à cacheter et une boîte d'allumettes ouverte. 2 chaises entouraient la table, devant une porte fermée. Strutt s'assit, faisant voler la poussière. Le libraire se mit à marcher de long en large et soudain, comme frappé par cette idée, demanda « Dites-moi, pourquoi lisez-vous de tels livres ?» Strutt connaissait bien cette question. Le professeur d'anglais lui avait souvent posé dans le bureau des enseignants qu'un jour, il avait cessé de lire ses romans durant la récréation. Le fait d'entendre ce vieux refrain lui fit perdre toute réserve et il ne put que reprendre sa riposte habituelle. « Que voulez-vous dire pourquoi ? Pourquoi pas ?» Ce n'était pas une critique, s'empressa d'ajouter l'autre en contournant le bureau. « Je suis réellement intéressé. J'allais en venir à ce que, dans le fond, n'avez-vous pas envie que vos lectures deviennent réalité ? » Eh bien, peut-être. Strutt se méfiait du tour que prenait la conversation et aurait aimé l'orienter à son gré. Dans ces murs sales, ses mots semblaient sonner dans un silence ouaté pour disparaître aussitôt sans laisser d'impression. Comprenez-moi bien. Lorsque vous lisez un bouquin, l'intrigue ne se déroule-t-elle pas devant vous, dans votre esprit ? Plus particulièrement si vous essayez consciemment de la visualiser. Mais ce n'est pas indispensable. Vous pourriez rejeter ce livre, bien sûr. J'ai connu un libraire qui travaillait à ces théories. Il avait peu de temps à y consacrer, mais quand il le pouvait, il s'y appliquait, bien qu'il ne l'eût jamais réellement formulé. Attendez un instant, je vais vous montrer quelque chose. Il disparut dans le magasin. Strutt se demandait ce qui se cachait au-delà de la porte, derrière le bureau. Il se leva à moitié, mais en se retournant aperçut le libraire qui revenait déjà comme une ombre flottante. Il apportait un volume rangé sur le rayon, entre les œuvres de Lovecraft et Derleth. « Ceci rejoint tout à fait vos livres d'Ultimate Press, » dit l'homme, frappant légèrement sur la porte du bureau en entrant. « L'an prochain, ils vont publier un livre de Johannes Henricus Pott. C'est du moins ce qu'ils disent, consacré au savoir maudit, tout comme celui-ci, du reste. Vous serez sans doute stupéfait d'apprendre que, à leur avis, ils devront peut-être garder des extraits de Pott en version latine, mais ceci devrait vous intéresser, la seule copie qui soit. Vous n'avez probablement jamais entendu parler des révélations de Glaaki. Il s'agit d'une sorte de Bible, elle fut inspirée par une puissance surnaturelle. Il n'y avait que 11 volumes, pourtant, voici le 12e, écrit par un homme au sommet de Mercy Hill, guidé dans ses songes. À mesure qu'il racontait, la voix du libraire se faisait plus fébrile. J'ignore comment ce livre est arrivé sur le marché. La famille de cet homme aurait dû le trouver dans quelques greniers après son décès et aura estimé qu'il ne valait pas tripette, qui sait. Mon libraire, lui, il connaissait l'existence des révélations. Il comprit que ce 12e volume était d'une valeur inestimable. Mais comme il voulait à tout prix éviter que le vendeur ne réalisât l'importance de sa trouvaille pour le vendre, alors à l'université ou à une bibliothèque, il la lui racheta dans un lot de livres d'occasion et ajouta qu'elle pourrait toujours servir comme papier brouillon. Lorsqu'il lut l'ouvrage, il tomba sur un passage étonnant, un vrai don du ciel pour mettre sa théorie à l'épreuve. Regardez. Le libraire contourna à nouveau Strutt et plaça le livre sur les genoux de ce dernier, ses bras reposant sur les épaules de Strutt.
Celui-ci serra les lèvres et en levant le visage vers l'autre. Mais toute force l'abandonna, il se sentit incapable de lui opposer un refus. Il ouvrit le volume. Le vieux livre était de taille. La reliure craqua en découvrant les pages jaunies couvertes de lignes irrégulières à l'écriture griffonnée. Strutt avait été déconcerté durant tout le monologue introductif du libraire, et à présent le livre était sous ses yeux. Il lui rappelait vaguement ces liasses polycopiées de feuilles dactylographiées qui circulaient dans les toilettes lors de son adolescence. Révélation suggérait défendu, intrigué, il eut au hasard. Ici à Lower Bridgester, ampoule nue n'épargnait aucune des fragments de peinture écaillés qui se détachaient sur la porte d'en face et des mains se déplaçaient sur les épaules. Mais quelque part, tout en bas, il se sentait poursuivi dans l'obscurité par de vastes bruits de pas étouffés. Lorsqu'il se retourna pour mieux voir, un être bouffi et rayonnant était penché sur lui. À quoi rimait tout ceci? Une main agrippa son épaule gauche et une autre tourna les pages. Finalement, un doigt souligna une phrase. Au-delà d'un abîme dans la nuit souterraine, un passage mène à une paroi de briques massives. Au-delà des ténèbres, dépenaillé et sans yeux, il a reposé longtemps de l'autre côté de ce mur et ceux qui l'ont franchi, en rampant, passent sur le corps d'Igolonak, sans savoir ce qu'est Igolonak. Mais lorsqu'on lit ou prononce son nom, il s'avance pour être adoré et pour se nourrir, et revêt alors parfois la forme et l'âme de ceux qu'il prend en pâture. Ceux qui recherchent les lectures diaboliques et tentent de s'imaginer ces êtres en pensée les invoquent. Et alors il se peut que lorsque la voie sera libre, Igolonak revienne sur terre parmi les hommes. Cthulhu sortira de sa tombe parmi les herbes sauvages. Glaaki ouvrira d'un geste la trappe de cristal. Les rejetons d'Aihort naîtront à la lumière du jour. Les foulées puissantes de Shub-Niggurath résonnant dans le cosmos, il écrasera les objectifs lunaires. Biatis fera éclater sa geôle. Le voile de l'illusion se déchirera et Daolot révélera la vérité cachée. Les mains allaient et venaient sur ses épaules. Elles ralentissaient puis resserraient leur étreinte. La voix chantante demanda « Que pensez-vous de tout cela ?» Pour Strutt, tout cela n'avait aucun sens. Mais allait savoir pourquoi, il n'eut pas la force de répondre ce qu'il pensait. « Eh bien, c'est pas le genre de bouquin qu'on vend tous les jours. Ça vous intéresse ?» La voix se faisait plus grave. C'était maintenant une basse écrasante. D'un bond, l'autre fut de l'autre côté de la table. Il avait l'air plus grand. Son crâne heurta l'ampoule au passage, provoquant le flux et reflux répétés du nombre. « Vous êtes intéressé ?» insista-t-il, le visage tendu. Du moins pour ce qu'on en voyait, car la lumière repoussait l'obscurité dans les parties creuses de son visage, comme si la structure osseuse se fondait visiblement. Un soupçon naquit cependant dans le cerveau brumeux de Strutt. Son cher ami le libraire de Goatswood ne lui avait-il pas dit qu'il existait un culte de magie noire à Bridgester? Un cercle de jeunes hommes dominés par un certain Franklin ou Franklin. Essayait-on de l'y attirer? Je n'irai pas jusque-là, parvint-il à répondre, réticent. Écoutez, un libraire a lu ceci. Je lui ai dit qu'on pouvait devenir grand prêtre d'Igolonak. Vous invoquerez les ombres de la nuit pour l'adorer, d'air en air. Vous vous prosternerez à ses pieds et en retour vous survivrez lorsque la terre sera nettoyée pour la venue des grands anciens. Vous irez au-delà des confins et connaîtrez ce qui émane de la lumière. Sans prendre le temps de réfléchir, Strutt explosa. « C'est de moi que vous parlez ?» Il venait de réaliser qu'il se trouvait seul dans la pièce en présence de ce fou. « Non, pas du tout, je parlais du libraire, mais l'offre s'adresse à vous à présent. » « Bon, excusez-moi, mais j'ai autre chose à faire, » dit Strutt, faisant mine de se lever. Il a aussi refusé. Strutt avait les oreilles écorchées par le timbre de cette voix. Et j'ai dû le tuer. Strutt frissonna. Comment se comporter avec les déséquilibrés mentaux? Surtout, ne jamais les exciter. Restez calme. Allons, répondit Strutt. Attendez une minute. Vous n'avez aucune raison de mettre ces paroles en doute. Je dispose de plus de preuves que vous ne pourriez en supporter. Vous serez mon grand prêtre, ou vous ne quitterez jamais cette pièce. Pour la première fois de sa vie, alors que les ombres bougeaient plus lentement entre les murs oppressifs, comme si elles attendaient, Strutt eut de la peine à contrôler ses émotions.
Il parvint à maîtriser avec le calme le plus parfait la crainte mélangée de colère qui l'habitait. « Permettez, on m'attend. » « Pas tant que votre devoir se trouve ici entre ces murs, » fit la voix toujours plus grave. « Vous savez que j'ai tué le libraire, c'était dans les journaux. Il s'est enfui vers l'église en ruine, mais je l'ai attrapé de mes propres mains. Alors j'ai laissé ce livre dans le magasin dans l'espoir que quelqu'un le lise, mais le seul qui le sortit par erreur des rayons était l'homme qui vous a mené ici, l'idiot. Il perdit la tête et se blottit dans un coin lorsqu'il vit les bouches. Je l'ai gardé car je pensais qu'il pourrait attirer l'un ou l'autre de ses amis qui se vautrent dans ces tabous physiques, tout en ignorant les vraies expériences, ces endroits interdits à l'esprit. Mais il n'a contacté que vous et vous a conduit ici pendant que je me nourrissais. À l'occasion, j'ai de quoi manger, de jeunes garçons qui viennent ici chercher des livres en secret. Ils s'assurent que personne ne sait, ils les lisent. Facile de les persuader d'ouvrir Révélation. Imbécile. Il ne peut plus me tromper avec ses maladresses. Mais je savais que vous reviendriez. Maintenant, vous allez m'appartenir. Strut serrait violemment les mâchoires, au point qu'il avait peur de les briser. Il se leva, opinant de la tête, et tendit le volume des Révélations à l'étrange personnage. La main refusa le livre. Avec un calme calculé, Strut se dirigea vers la porte du bureau. « N'essayez pas de sortir, c'est fermé à clé. » Le libraire fit mine d'avancer, mais resta où il était. Les ombres étaient devenues une clarté impitoyable. La poussière voltait en silence. « Vous n'avez pas peur, » poursuivit-il. « Vous avez un regard calculateur. Est-il possible que vous ne me croyez pas encore ? Bien. » Il posa la main sur le bouton de porte derrière le bureau. « Désirez-vous voir les restes de mon festin ?» Une porte s'ouvrit dans l'esprit de Strut et il se refusa à envisager ce spectacle. « Non, non, » supplia-t-il. Il s'en voulut aussitôt d'avoir laissé percer sa frayeur. S'il avait seulement une canne pour venir à bout de cet insupportable personnage. À en juger par son visage, les ballonnements qui gonflaient le costume de tweed devaient être de la graisse. Dans l'hypothèse d'une lutte, Strut gagnerait probablement. « Finissons-en. Assez de comédie. Vous allez me faire sortir d'ici ou... » Il chercha en vain une arme ou quelque objet solide. Soudain, il pensa au livre qu'il tenait toujours en main. Il saisit violemment la boîte d'allumettes de la table derrière laquelle il narguait l'adversaire, gratta une allumette, saisit les plats du volume entre les pouces et l'index, et en secoua les pages. « Ou je vais brûler ce livre !» Le visage de l'autre se crispa. Quelle allait être sa réaction ? Strut tremblait d'y penser. Il approcha la flamme du papier. Les pages jaunes se recroquevillaient. Elles se consumèrent à toute vitesse. La vive clarté éblouit Strut. Il vit les ombres toujours plus massives danser sur les murs, mais il secouait déjà les cendres sur le sol. Les deux adversaires se firent face quelques secondes, immobiles. L'obscurité avait cédé aux flammes. Strut vit cependant le tweed se déchirer bruyamment dans la pénombre tandis que le personnage grandissait. Strut se jeta sur la porte du bureau. Elle résista. Il serra les poings et les vit avec un détachement étrange, briser en éclats la vitre dépolie. Ce geste semblait l'isoler, suspendant toute action. Au-delà des pointes de verre sur lesquelles luisaient quelques gouttes de sang, les flocons de neige tournoyaient dans la lumière ambrée. Loin, tellement loin. Trop loin pour appeler à l'aide. Un son s'éleva du fond du bureau. Strut fit volte-face tout en fermant les yeux, épouvanté de voir l'origine d'un tel bruit. Mais lorsqu'il les rouvrit, il comprit pourquoi l'ombre apparue hier sur le panneau de verre dépoli était sans tête. Strut hurla. D'un geste, l'être monstrueux et gigantesque auquel pendaient encore quelques lambeaux de costume de tweed balaya la table sur le côté. Strut eut alors l'ultime et intime conviction que tout cela arrivait parce qu'il avait lu les Révélations. Quelqu'un quelque part avait voulu que cela arrive. Ce n'était pas juste. Il ne le méritait pas. Il n'avait rien fait pour cela. Mais il n'eut pas le temps de proférer le moindre cri de protestation. Les mains s'abattaient déjà sur son visage pour l'empêcher de respirer, et dans leurs paumes s'ouvraient des gueules rouges et humides.